Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la question que se posent tous les Congolais qui nous regardent de partout. Jusqu'à quand les armes vont cesser de faire le bruit dans la partie est de la République démocratique du Congo, au moment où les espoirs ont été placés en accord de Washington entériné le 4 décembre dernier entre la médiation de Donald Trump, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame. Mais ça continue toujours. Maintenant, on parle d'Ouvira qui est récupéré par l'AFCM 23 avec l'armée rwandaise. Que joue le Rwanda? Est-ce l'hypocrisie? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien il est temps d'un dialogue inclusif qui, les autres parlent, c'est la seule alternative qui peut ramener la paix globale en République démocratique du Congo. Vous étiez nombreux, vous êtes, mes excuses, vous êtes nombreux à nous regarder, hein, de partout en République démocratique du Congo. Ça fait un peu 2 semaines qu'on a manqué le rendez-vous devant 6 Presse. Nous sommes revenus dans la capitale congolaise. Vous êtes de partout, à Goma, Bukavu, à Kisangani, en train de nous suivre, déjà avec la presse de Kinshasa sur ce plateau. Si c'est Traoré, bienvenue. Merci cher Félix, merci de l'invitation. Salutations à vos téléspectateurs et à tous les Congolais qui vont nous suivre. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau pour, n'est-ce pas, réfléchir autour des questions qui concernent la nation. Alors, justement, une information très importante que je voulais qu'on puisse au moins échanger ce matin, c'est bien le discours du chef de l'État lors de congrès qui parlait de la ville-province de Kinshasa, de la sorte dont Kinshasa est aujourd'hui. Comment vous avez apprécié cette accusation du chef de l'État? Est-ce le problème, c'est celui qui gère la capitale, ou le problème, c'est tout le monde qui est intéressé? Bon, on avait tous suivi ces tirs à bout portant du président de la République sur Daniel Bumba. Cependant, il faut reconnaître que ce sont des faits vrais, réels, que quiconque habite Kinshasa constate et palpe de ses doigts. Ce n'est pas de la chimère. Ce que le président de la République a dénoncé là, c'est une situation réelle, vraie. Et même les concernés reconnaissent, quand j'ai dit concernés, je fais allusion à Bumba, reconnaissent que oui. On l'a vu un peu chuchoté. C'est normal. Les autres ont interprété avec beaucoup de mots. Voilà. Bumba lui-même reconnaît que oui, ces problèmes-là, dénoncés par le chef de l'État, sont réels, ils existent, c'est vrai. Et maintenant, nous sommes en train de travailler. Ça, c'est son argument. Nous sommes en train de travailler. Mais il faut reconnaître que Bumba, au-delà du fait que, Kinshasa soit une ville cosmopolite avec autant de millions d'habitants, il peut utiliser ça comme excuse. Vous dites, mais tiens, écoutez, les autres provinces n'ont pas assez de problèmes d'insalubrité parce que, n'ayant pas autant de monde chez eux, je peux comprendre. Mais cependant, c'est ce même Bumba qui aussi encaisse plus d'argent que ces autres provinces, qui ont moins une démographie, moindre par rapport à celle de Bumba. Plus tu as des millions de gens dans ta ville, tu as plus de taxes, plus d'impôts, plus de je ne sais quoi, bref, plus d'argent que les autres provinces. Donc c'est proportionnel à la démographie que tu as dans ta ville. Ce n'est pas une excuse pour dire qu'il y a plein de gens ici, la gestion des déchets peut paraître plus difficile que dans d'autres provinces. Ça, c'est une excuse qui ne tient pas. Bumba a plus de moyens et le fait pour lui d'être la capitale, d'être le gouverneur de la capitale, miroir de la République, le gouvernement central le soutient de façon assez expressive. Ça se voit. Vous voyez tous les chantiers qui sont dans
les chantiers routiers qui sont dans la ville ici sont à 90 ou 95% soutenus par le gouvernement central. Financés par le gouvernement central. Mais quelqu'un me posera la question pour me dire... Ce qui n'est pas s'il vous plaît, quelqu'un me posera la question pour me dire, depuis que Bumba est arrivé à la tête de la province de Kinshasa, la capitale, qu'est-ce qu'il a déjà initié comme gouverneur de la ville, en enlevant le travaux amorcés par le gouvernement central? Qu'est-ce qu'il a eu à faire, Bumba, lui en personne de Bumba? En tout cas, je suis, comment dire, dans la difficulté de vous répondre précisément. C'est pas Kinshasa, Kinshasa et Zobonga. Bah, ça, c'est un slogan qui, jusque-là, est entonné à travers des panneaux publicitaires, dans des médias, dans des spots publicitaires, mais, sur terrain, mais que l'on ne voit pas dans les faits. Kinshasa Zobonga, c'est sûrement un éléphant blanc, un projet là dont le contenu n'est pas très bien cerné, parce que bon, ça aurait dû s'implémenter et que les Kinois le vivent. Mais comme on ne le vit pas jusque-là, ça fait combien de temps que ce projet a été initié? Je crois plus d'1 an. Alors, si ça fait plus d'1 an que le projet a été initié et que ne serait-ce que les prémices ne sont pas palpables, allez, comprenons que c'est un éléphant blanc. Bumba a voulu nous vendre comment dire, du vide au travers de ce slogan Kinshasa Zobonga. Mais que l'on n'arrive pas comment dire, à constater dans notre quotidien en tant que Kinois. Ça dit quoi? Les embouteillages, l'insalubrité, tout ce qui va avec, les incompréhensions, les arrêts de bus inondés, les gens, comment dire, les transporteurs en commun qui pratiquent la hausse illicite des prix. Bref, tout ceci constitue ce pourquoi Kinshasa Zobonga a été initié. Kinshasa Zobonga, ce n'était pas exclusivement la construction des routes, non. Kinshasa Zobonga, dans son ensemble, c'est un projet multisectoriel, mais qui ne se vit pas dans notre quotidien en tant que Kinois. C'est là le problème. Bumba, de mon point de vue, est un échec puissant. Un échec puissant. Et ça s'est transmis même au ministre. J'ai vu une décision qui a été prise par, excusez-moi, parce qu'on devrait en parler, Jésus Noël Chegué, ministre de Transport, où on parle de bus Transco, si c'est partenariat gratuit à partir de 22h, si jusqu'à 4h du matin. Je me pose la question à ces heures-là. D'abord, un problème d'insécurité à Kinshasa. À ces heures-là, déjà, il y a une circulation qui n'est pas tout à fait grandiose comme pendant la journée et dans la soirée. Au lieu de mettre les heures où les Kinois circulent, la première des choses, c'est comment éliminer là où ça fait mal, là où il y a des embouteillages, que la circulation puisse devenir fluide. Mais on a vu cette décision de Jésus Noël Chegué, le bus Transco, je ne sais pas, partenariat avec qui, où on a dit pour le Kinois au Félé de 22h à 4h. Est-ce que ce n'est pas que le message du chef de l'État a eu au moins touché? Bon, il faut prendre certaines mesures, on peut le prendre, mais on le prend en précipitation, qui n'arriveront à rien donner au Kinois. Oui, c'est possible. Il se peut que l'on prenne des mesures parce que le chef a grondé, la hiérarchie a grondé, et que par conséquent, il faille plaire le chef. Se mobiliser, il faille se bouger là pour que l'on constate que quelque chose est en train de se faire. Cependant, comme tu l'as dit, ça se fait dans la précipitation. La précipitation suppose que c'est mal fait. Parce que j'estime que de 22h à 4h, ça ne profite à qui? À quel Kinois? Quelle catégorie de Kinois? Qui font quoi cette nuit-là? Et c'est quelle proportion, Donc, les mots que nous décrions, on ne décrit pas les embouteillages la nuit, non. Il n'y en a pas à Kinshasa. La nuit, il n'y a pas d'embouteillage. Les mots que nous décrions ici à Kinshasa ne font pas partie de cette solution-là qu'eux veulent proposer pour la nuit. Non. La nuit, on déplore l'insécurité. On ne déplore pas l'embouteillage. Si vous nous proposez un transport gratuit de nuit, c'est pour que quelle proportion de Kinois, comment dire, l'utilisent. Est-ce que vous aurez réglé le problème? Avec une telle solution, j'estime que non. Il y a 1% de Kinois qui trimballent la nuit. Et puis bon, généralement, c'est des gens qui sont véhiculés, qui se permettent de trimballer la nuit. Pour ceux qui marchent la nuit, vers ces heures-là, écoutez, c'est des malfrats qui marchent, qui se promènent à la recherche
comment dire, des gibiers vulnérables pour être dépouillés. Qui sont ces Quinois qui vont se promener à ces heures-là? Je n'en vois pas. Et même s'il y en a, comme je disais tantôt, c'est une proportion vraiment négligeable. Et encore que même s'il y en a, ceux-là qui se promènent vers ces heures-là, c'est pour aller dans quel boulot? Où est-ce qu'on embauche les gens vers ces heures-là? Et généralement, ceux qui vont au boulot ces heures-là arrivent à destination, déjà à 22 heures, ils sont là. Mais c'est à cette heure-là que leur transport gratuit commence. Mais c'est pour que qui monte dedans? C'est là le problème. Donc, comprenez que Bumba, de mon point de vue, comme je disais tantôt, est un échec puissant, a compris que, comment dire, il y a comme une sorte de constipation intellectuelle dans son cerveau et que les initiatives ne viennent plus et elles commencent à venir à compte-gouttes. C'est notamment ce type d'initiative qui, lorsqu'elles sont prises, vous essayez de la pénétrer, vous constatez que c'est du vide en fait. Comme on vous a vendu Kinshasa Zobonga, maintenant on vous vend un transport gratuit. La nuit, mais est-ce que ça va régler le problème? Si on questionne tous les problèmes qu'on a décriés, notamment celui des embouteillages, est-ce que ça se passe la nuit? La réponse est non. Les embouteillages qu'on décrit là, est-ce que c'est la nuit qu'on les observe? Pendant la journée. La réponse est non. La soirée. La question de la hausse illicite et des demi-terrains et de patati patata, tout ce qu'il y a, est-ce que c'est la nuit que ça se passe? La réponse est non. Donc, je trouve que cette histoire de transport gratuit nocturne ne vient pas régler le problème. Voilà. Merci beaucoup. On reçoit Michel Kassangada. Bienvenue. Bonjour cher Félix, bonjour aux téléspectateurs des Congo 26. Très heureux de retrouver Cissé Traoré autour de cette table et heureux de vous retrouver également après un bref séjour en dehors de la capitale congolaise. Et nous sommes là pour décrypter et répondre surtout à ces actualités dont vos téléspectateurs ont soif d'en savoir plus. Est-ce que Kinshasa, on vient de suivre Cissé Traoré, que Bumba, il y a eu le slogan Kinshasa et Zobonga et autres slogans qu'on a eu un peu, si c'est zéro trou, ou je ne sais pas comment. Est-ce que Bumba est à la mesure de continuer à gérer Kinshasa? Nous ne cesserons pas de le dire que la ville-province de Kinshasa a un sérieux problème de management. Alors, est-ce que Bumba est à mesure de répondre à cette problématique selon le fait et face à des évidences? Je crois que non. Je crois que non. Pourquoi? Parce que la dernière émission que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a tenue sur une radio de la place, il a lui-même reconnu que c'est par la grâce de Dieu. Il avait demandé à Dieu de se retrouver à la tête de la ville de Kinshasa et Dieu a exaucé sa prière. Et que, comme Dieu a exaucé cette prière-là, tout ce qu'il a prévu de faire va se faire avec la volonté de Dieu. Et donc, il y a déjà un sérieux problème. Voilà pourquoi j'évoque le problème de management. Parce que nos partis politiques aujourd'hui ne nous aident pas à avoir les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le problème de Kinshasa est tellement vaste parce que Kinshasa, au-delà d'être une province, au-delà d'être une ville, c'est notre capitale. Donc, il y a les travaux ou encore il y a des problèmes d'abord de la capitale congolaise en tant que miroir de la République démocratique du Congo, mais il y a aussi ces problèmes d'une province et d'une ville, la première de la République démocratique du Congo. Alors, lorsque vous placez à la tête d'une capitale, à la tête d'une province et d'une si grande ville, une personne qui n'est pas un manager, qui n'a pas cet esprit-là d'entreprendre, qui ne sait pas comprendre d'abord les problèmes de la province ou de la ville qu'il est en train de diriger. C'est un Quinois. On a toujours dit que tout Quinois
a cette capacité de comprendre Et le vrai problème du Quinois. C'est là où nous commettons... Il est un Quinois, je Oui, connais très bien Daniel Bumba qui résidait sur plateau dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous commettons en fait l'erreur de penser que c'est le fait d'être Quinois que vous devez diriger la ville-province de Kinshasa. Oui, bien sûr, il y a des Quinois plus compétents que Daniel Bumba. Ils étaient en lice avec Daniel Bumba, nombreux qui étaient peut-être plus compétents que Daniel Bumba, qui, lorsqu'ils ont présenté leur projet pour la ville-province de Kinshasa, vous sentez que c'était quand même des projets alléchants, d'espoir. Et malheureusement, c'est à cause de la politique que nous nous retrouvons avec un gouverneur qui n'a pas, au départ, bien cerné la problématique de la ville-province de Kinshasa, qui arrive avec un slogan vide, un projet vide, comme si c'est l'a dit ici, Kinshasa et Zobonga. On commence par où? On part par où pour aller finir par où? Donc, on a tout embrassé tout de suite et nous nous retrouvons dans une situation où on ne sait rien, absolument rien gérer. Et vous avez évoqué ici l'interpellation ou les accusations du président de la République. Mais est-ce que le président de la République doit interpeller comme tout Quinois? Effectivement, en tant qu'humain, il peut interpeller, mais en tant que commandant suprême, en tant que chef de l'État, il doit sanctionner. Et qu'est-ce sanctionner? Il doit sanctionner. Alors, regardez là où nous sommes en train de vouloir, ou encore, on semble vouloir quelque chose et son contraire. Les assemblées provinciaux, je vais prendre l'assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Nous avons tous vu dernièrement qu'il y a eu une décision venant de la présidence de la République instruisant le VPM de l'Intérieur à interdire aux assemblées provinciaux de geler tout contrôle parlementaire ou toute motion d'émotion. Est-ce que c'était d'interdire ou bien il a sollicité? Là, il faut le comprendre. Okay. Il a sollicité les assemblées provinciales de toute le Mais c'était un ordre direct. On dit non, que... mais ce n'est pas une obligation. Ce n'était pas une obligation. L'ordre, on doit s'attendre. L'ordre vient de qui? L'ordre vient de la présidence de la République. Oui. L'instruction. Je ne voulais pas que vous puissiez confirmer que c'était une obligation. L'ordre était venu justement en sollicitant à ces assemblées provinciales des sursoirs, des motions, des contrôles parlementaires. On a contesté ça ici. Alors que c'est qui interdit aux députés provinciaux de faire leur travail. Leur travail, effectivement. Ils sont devenus comme des non-députés, une caisse de résonance peut-être du ministère de l'Intérieur ou je ne sais pas de la présidence de la République. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation où nous avons le député provinciaux élu. Et on a violé la Constitution. Et on a violé la Constitution pour contrôler et qui ne savent pas contrôler les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Voilà que c'est le président de la République dans un discours devant les congrès qui va interpeller en direct dans un discours, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Alors que si cette décision ou cette demande, j'aimerais bien entrer dans votre logique, cette demande du VPM de l'Intérieur n'était pas intervenue, peut-être que la question serait prise en charge au niveau de l'Assemblée provinciale et que le gouverneur serait appelé devant le député est-ce qu'à Kinshasa, justifier les moyens qu'il touche. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a vraiment des députés provinciaux sérieux? Comment nous les saurons si nous leur avons interdit de contrôler l'exécutif? Là, Bumba ne parle là que dans une semaine lors du discours de Tshisekedi. Mais Bumba est là, ça fait déjà une année et quelques mois. La vraie réalité aujourd'hui, cher Félix, c'est que nous sommes en train parfois de vouloir du beurre et l'argent du beurre. Alors, nous ne devons pas, dans une certaine mesure, ne pas être d'accord avec le mode de gestion ou la gestion du gouverneur Bumba, mais en même temps, refuser à ceux-là qui sont censés, dans leurs prérogatives, contrôler l'action du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pas seulement le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, de tous les gouverneurs, leur demander ou solliciter auprès de ces derniers de mesures d'assouplissement, des motions de défiance ou des contrôles parlementaires. Et donc, nous ne savons pas alors ce que nous sommes en train de chercher. Donc, pour revenir par exemple à la question ou encore à la décision que vous avez évoquée ici du ministre provincial de Transport, Jésus-Noël Tchéké, vous vous rendez compte que l'administration congolaise commence le travail à 8 heures et le travail prend fin généralement
à 16h, 16h30 minutes. Et c'est de 8h à 16h30 minutes que les Quinois, que toute la population décrit les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, les tracasseries dans la ville-province de Kinshasa, les problèmes avec les transporteurs quinois, le 207 n'en parlons pas, et consorts. Mais parce que le président de la République a interpellé la gestion de la ville-province de Kinshasa, le ministre s'élève et préfère prendre une décision de rendre le transport public gratuit des 4 heures, de 22h à 4h. De 22h à 4h. Alors qu'à partir de 21h30, la circulation est fluide dans la ville-province de Kinshasa. À partir de 4h, l'heure à laquelle le maman qui nous vend du pain le matin se rend dans des boulangeries pour aller s'approvisionner, c'est l'heure à laquelle les transports redeviennent payants. Et durant la nuit, parce que c'est là soulevé sur ces plateaux, durant la nuit, on a instruit... Qu'est-ce qui va profiter au Kino? Qu'est-ce qui va profiter au Kino? De 22h à 4h. Et alors, ça sera pour ceux-là qui vont s'enivrer dans des boîtes de nuit, de minuit jusqu'à 3h, des inciviques. Les problèmes de la ville-province de Kinshasa, nous ne cesserons de les dire, c'est l'insécurité que nous décrions aujourd'hui, c'est l'insalubrité que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, c'est les embouteillages, la fluidité de la circulation qui n'est pas au top aujourd'hui. Malheureusement, ces questions-là sont jetées dans les oubliettes et c'est les transports qui est en train d'être rendu gratuit à partir de 22h à 4h. Donc nous ne savons pas toucher à la vraie problématique de la population quinoise. Donc, à la tête de la ville-province de Kinshasa, un problème sérieux de management se pose, un problème sérieux de la gestion de cette ville se pose, et il est temps que les sanctions tombent. Il est vraiment temps le président de la République devrait sanctionner le gouverneur. Nous devons accepter que les sanctions tombent et que les gens compétents puissent gérer la ville-province de Kinshasa. Alors, on va entamer le débat, comme l'indique notre thème, guerre en République démocratique du Congo, l'hypocrisie du Rwanda, le dialogue inclusif, est-il la seule alternative? Si c'est Traoré, c'est bien le 4 décembre dernier à Washington, sous l'aide vigilante de Donald Trump, qu'on a vu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président Kagame, Paul Kagame du Rwanda, signé cet accord de paix avec un autre accord économique. Mais le cessez-le-feu qu'on a toujours à parler, on ira 15e, 20e cessez-le-feu dans cette partie de la République. La rébellion de l'AFC, soutenue par le Rwanda, a réactivé son offensive militaire jusqu'à prendre Uvira, une ville stratégique du Sud Kivu. Est-ce que c'est une véritable exception? Bon, c'est vrai que l'accord a été signé à Washington. Cependant, c'est quand même le propre des nombreux accords de rencontrer, comment dire, des difficultés dans leur implémentation. Ceci ne déroge pas à cette règle dans le cadre de cet accord de Washington. Ce sont des obstacles tout à fait qu'on aurait vu même dans le cadre des autres accords qui sont signés ça et là à travers le monde. Alors, cependant, ici, le comportement des parties prenantes à l'accord met comme à l'épreuve, à rude épreuve, la personnalité du médiateur, l'image du médiateur, sa notoriété de grande puissance, superpuissance. C'est-à-dire Trump est mis à rude épreuve dans ce sens que au lendemain de la signature de l'accord, un cessez-le-feu était censé être observé, mais non, l'une des parties a décidé, grâce à son artillerie, de bombarder. Les bombes ont quitté, comment on appelle cette ville rwandaise là, Bugarama, quelque chose comme ça, jusque sur le sol congolais.
Et ce, au lendemain de la signature de l'accord de Washington. Ça traduit quoi? Ce traduit- comportement lors Ça traduit, de la signature. ça traduit oui. simplement que Kagame met Donald Trump à défi. C'est tout. En un seul mot. Il le met à défi. Kagame estime qu'il est en mesure de pouvoir poursuivre les hostilités, même après la signature de l'accord, lequel accord a été facilité par Donald Trump. Celui-ci est, sur tous les fronts, cherchant à pacifier certains conflits à travers le monde pour s'attribuer la casquette du pacificateur et ainsi espérer être le prochain Nobel de la paix. Mais malgré tous les efforts que Donald Trump est en train de fournir, vous le voyez mis à défi, vous le voyez défié par Kagame. Certains messages, Kagame estime qu'il peut narguer tout le monde, même Donald Trump. Donc c'est à lui maintenant en tant que médiateur, jaloux de sa notoriété de superpuissance, jaloux de son image de président des États-Unis d'Amérique, de taper du poing sur la table en rappelant à l'ordre cette partie qui, n'est-ce pas, ne respecte pas les prescrits de l'accord de Washington. Laquelle partie est le Rwanda. C'est clair. Mais je rappelle, hier, lors de cette tribune appelée urgemment à la tribune des Nations Unies, le Rwanda, je lis cette déclaration apportant des informations supplémentaires pour la première intervention officielle du pays médiateur de l'accord de Washington. Le ZCA se sont dit profondément préoccupés et extrêmement déçus par le comportement du Rwanda. C'est vrai, nous l'avons tous suivi. J'ai aussi personnellement senti que le ton avait monté un tout petit peu dans le discours de l'ambassadeur des USA auprès de l'ONU, mais aussi auprès des autres membres de l'administration de Trump. Mais ce n'est pas tout pour nous, et ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas suffisant. On a toujours haussé les ton tons. Ouais, tout à fait. On a toujours haussé les tons, mais il n'y a rien sur le terrain qui change. Le ton peut monter, oui, mais ce n'est pas suffisant parce que nous, chez nous, on meurt. Des personnes qui meurent parce que les armes ont continué à tonner ne vont pas être ramenées à la vie parce que vous avez haussé le ton. Mais vous nous avez, nous, fait la pression, nous, en tant que parti congolaise, pour venir à la table des négociations et procéder à la signature de l'accord. On a signé cet accord de bonne foi, parce qu'on a fait foi à la bonne foi du médiateur, qui voudrait que tout le parti se plie au principe de l'accord. Mais maintenant qu'on constate que ce n'est pas le cas, vous qui nous avez convaincus de venir signer, de venir à la table des négociations, nous nous remettons à vous, et surtout que vous en avez la logistique, la puissance, les finances, les relations, tout. Vous en avez toute la capacité de pouvoir, vous avez la capacité de pouvoir y mettre un terme. Quoi de plus normal de prendre sa casquette de superpuissance de Donald Trump et de venir tirer les oreilles de son larbin, parce qu'il faut le reconnaître aussi que le Rwanda joue le rôle de pivot pour certaines puissances internationales ici dans la sous-région africaine. C'est peut-être au nom de cette casquette leur représentant en fait ici en Afrique centrale qui fait les sales besognes pour et en tire les dividendes. C'est peut-être cette casquette là qui les rend si têtus de savoir que tu vois un peu. Alors maintenant il faut mettre Trump contre mur pour que celui-ci comprenne que c'est l'avenir des États-Unis en tant que superpuissance qui est en train de se jouer ici en Afrique. Vous venez dans des conflits comme pacificateurs, mais par la suite, on se rend compte que la paix ne suit pas. Mais qu'est-ce qui explique que... C'est justement ce qui explique que de nombreux pays ici en Afrique se tournent vers la Russie, se tournent vers d'autres puissances qui peuvent proposer mieux que ce que les États-Unis proposent. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis, cette attitude-là? Pas du tout. L'orientation de certains États vers la Russie et d'autres puissances, la Chine notamment, est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis? Non, c'est ici le moment pour Trump de le comprendre, de s'imposer comme
comme distributeur de la justice est-ce internationale. On va s'imposer si c'est Traoré en déclarant ou on s'impose en faisant l'acte sur le terrain. Est-ce que depuis, ce n'est pas la première fois qu'on découvre ces genres de accusations, des interpellations, ainsi de suite, au rang de la communauté internationale, mais on dit qu'avec deux paroles. Pourquoi on ne réagit pas sur terrain comme on le voit ailleurs? Bon, c'est vrai que moi, en tant que Congolais, j'aurais voulu qu'on réagisse avec des faits sur terrain, c'est-à-dire imposer un embargo, des sanctions, ou déployer des troupes, ou donner des ordres, ainsi de suite. C'est ce que j'aurais voulu. Mais je sais que ce n'est pas, on peut ne pas en arriver là. Rien que la parole des États-Unis aurait suffi. On a vu ça ailleurs. Mais on l'a vu. Rien que la parole a suffi. Mais la parole, on l'a vu lors de l'accord lorsqu'on a signé entre Kagame et Tshisekedi, il y a eu une parole de cesser les faits. Rwanda. Justement, voilà pourquoi je suis en train de vous dire, on a vu ailleurs où les États-Unis ont simplement haussé le ton, les belligérants se sont tus, les armes ont arrêté de retentir. Ça peut se faire ici. Vous croyez que par la simple parole, Kagame ne peut pas se taire face aux États-Unis? Si, c'est possible. Si, c'est possible. Sous d'autres cieux, ça s'est fait. Pourquoi ça ne se ferait pas avec Kagame? Quelle puissance a-t-il, lui? Il y a des gens plus puissants que lui qui se sont pliés à la simple parole de la Maison-Blanche. Ils ont cédé. On a vu ça avec Maduro, même avec l'autre ici, Zelensky, par la simple parole. Donc ça peut aussi se faire ici. Mais simplement, je suis tout à fait d'accord aussi qu'au cas où la parole ne suffirait pas pour faire fléchir Kagame, qu'on passe ça à l'acte. Alors, on va entrer en profondeur en passant par l'acte. Quel acte que nous voulons? On continue avec la diplomatie, on entame la guerre. Michel Kassangana, plus de 5 000 à 7 000 soldats rwandais sont sur le sol congolais. Ils vous balancent missiles de drones qui circulent de gauche à droite afin de donner la force à l'AFCM 23. Vous avez suivi cet accord de Washington de paix et un accord économique entre le Rwanda, la RDC et les États-Unis. Mais pourquoi le Rwanda s'entête? Quel est le message caché derrière cette attaque de la ville d'Ouvira? Merci beaucoup, cher Félix. Je crois que, d'abord en tant que patriote, en tant que Congolais, après les efforts consentis par le président de la République, après les efforts consentis par le gouvernement congolais, par le Parlement, surtout sur le plan de la diplomatie, nous avons nous avons assisté à des va-et-vient, à des échanges, à des concessions de part et d'autre, surtout de la part de notre gouvernement, surtout de la part de notre président, plusieurs concessions. Nous nous attendions sincèrement qu'après l'entérinement de cet accord de Washington, par le président de la République et son homologue rwandais Paul Kagame, nous attendions sincèrement d'abord à une accalmie sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Un cessez-le-feu au départ, la population devait quand même commencer à recouvrir cette paix qui doit commencer à arriver, bien sûr, petit à petit. Malheureusement, nous sommes tous surpris de constater que c'est le jour même où le président congolais et le président rwandais sont à Washington devant le médiateur, le président américain, que les hostilités ont repris sur terrain. Pendant qu'ils sont aux États-Unis à Washington en train d'entériner cet accord de Washington, l'accord dans lequel tous les Congolais avaient placé leur espoir. Alors, l'hypocrisie du Rwanda, cher Félix, nous ne devons pas nous valer la face. Dans les relations internationales, dans la diplomatie, il se joue aussi un jeu de l'hypocrisie. Comment ça? Les observateurs internationaux, ceux qui ont fait les relations internationales, ont semblé les dire, mais beaucoup n'ont pas été écoutés.
l'attitude du Rwanda dès le départ, même lorsque le Rwanda s'est engagé dans ce processus d'arriver jusqu'à l'entérinement de cet accord, nous parlions déjà de l'hypocrisie du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda poursuit son entreprise tant qu'il n'a pas encore atteint l'objectif qu'il est en train de poursuivre sur les sols congolais. On croit que tout ce qui sera fait devant les caméras ou encore devant le médiateur, ça sera de l'hypocrisie pure et simple. Voilà pourquoi nombreux parmi les Congolais ont fait des propositions au régime, au président de la République, de ne pas seulement privilégier la voie diplomatique. Parce que nous nous sommes engagés corps et âme dans cette voie. Et nous espérions qu'aujourd'hui, après l'entérinement de l'accord de Washington, nous ne parlerons plus des territoires congolais occupés par les rebelles, territoires congolais bombardés par le RDF, l'armée rwandaise, où les soldats congolais, plus de 5 à 7 000 sur les sols congolais. On ne pensait pas reparler encore ces langages. Malheureusement, nous sommes surpris qu'on en parle encore. Pourquoi? Parce que toute l'énergie, on semble la focaliser dans l'issue diplomatique. Oui, c'est bien cette issue diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, au moins la voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre dans tous les salons, sur le plan international, dans tous les salons, dans la communauté internationale. Ces plaies des Congolais commencent à résonner dans les oreilles et dans les salons sur le plan international. Mais est-ce que nous devons focaliser tout notre effort dans la diplomatie sur le plan international? Je crois que non. Nous devrions aussi privilégier les voies internes, parmi lesquelles je soulève ici la question de notre armée. Bien que nous soyons en train de négocier, en train de dialoguer avec ceux qui nous agressent, avec ceux qui sont soutenus par notre agresseur, je crois que le temps qu'on est en train de négocier, nous devons mettre à profit ces mêmes temps pour former notre armée. Mais il y a eu un recrutement lorsque la République démocratique du Congo, on a eu à récupérer la ville de Goma, Bukavu. Jusqu'à maintenant, où en sommes-nous avec ce nouveau recrut? Parce qu'il faut se rappeler, alors que Bunagana, Uvira, passant par Goma, aujourd'hui parlant Bukavu, il y a eu un recrut. Mais une question reste à se poser. Pourquoi nos forces de défense refusent-elles de se battre jusqu'au sacrifice, en ce que je pourrais dire, au sacrifice suprême? De temps en temps, on parle que toujours de recul. Une très bonne question. Et je crois que c'est sur cette question que tous devons commencer à réfléchir. Pourquoi nos forces de défense n'arrivent pas à se sacrifier pour cette mission dont ils ont prêté serment? Je crois que la réponse réside aussi dans notre attitude. Cher Félix, vous savez que pour la première fois en République démocratique du Congo, notre pays où le budget national, la quote-part attribuée à la sécurité 30%, on parle de 30%. Est passé à 30% pour la première fois dans ces pays. Et donc, les questions sécuritaires sont au centre de l'action du gouvernement. Parce que si, sur les 100% du budget national, nous attribuons la part de 30% à notre sécurité, notre appareil sécuritaire, c'est-à-dire que nous prenons ces questions avec beaucoup d'importance. Mais pourquoi le budget de l'armée a augmenté? Le budget de la sécurité a augmenté. Mais sur terrain, il n'y a pas de résultats. Est-ce que nous avons augmenté le budget de notre sécurité pour que notre armée commence à faire des reculs stratégiques tels qu'on est en train de nous les dire? Pourquoi nos militaires, pourquoi nos forces de défense n'arrivent pas à se sacrifier pour la nation, n'arrivent pas à répondre aux serments qu'ils ont prêtés? Je crois que la réponse réside parfois dans notre attitude. Quelle est notre attitude?
L'attitude Nous avons de Congolais, l'attitude des ou bien Congolais. de notre force armée, Congolais ou bien en général. de ceux qui nous dirigent. Je vais d'abord épargner nos forces de défense. Je vais commencer par Vous parlez en notre général. attitude en général. Cher Félix, lorsque nous apprenons que la ville de Uvira est entre les mains de la rébellion, quelle est notre attitude en tant que Congolais, vivant d'abord à Kinshasa, par exemple? Non, on connaît comment on nous voit chaque soirée. Vous revenez du Lualaba. Lorsque vous avez appris de là où vous étiez que la ville de Uvira est entre les mains de rebelles, quelle a été l'attitude des Lualabés et des Lualabés et des Katangais? de Bouachi. Quelle est l'attitude des Kassaïens? De Kassaïens. Quelle est l'attitude de ceux qui vivent à l'équateur, dans les Kwango, dans les Kwilu, dans le Maïndombe? Est-ce que nous nous comportons comme de vrais patriotes lorsque nous apprenons qu'une partie de notre territoire est entre les mains de notre agresseur à travers ses supplétifs? Ou nous l'avons, nous nous habillons en quinoa et le soir nous sommes dans nos buvettes, dans nos terrasses, dans nos fêtes, en train de danser. Ça c'est la première des choses. Sur le plan communicationnel, lorsque nous apprenons que la ville de Uvira est entre les mains de la rébellion, quelle est l'attitude sur le plan communicationnel? Est-ce que d'abord il y a une bonne communication installée? Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir que j'ai failli même sortir des larmes lorsque quelqu'un va me répondre. Je pose la question, mais la ville de Uvira est entre les mains de la rébellion. Il va me répondre, mais vous pensez que prendre Uvira, la vie s'arrête? C'était la réponse d'un citoyen congolais. Est-ce que la vie s'arrête parce qu'on a pris Uvira? Un Congolais inconscient. Un Congolais inconscient. Et donc, dans notre attitude, est-ce que notre attitude favorise le fait que nos soldats au front puissent se donner corps et âme pour sauver ces territoires qui sont en train d'être ravis par notre agresseur? Est-ce que notre attitude en tant que dirigeant entre en ligne de compte pour que nos militaires qui doivent mourir pour la cause de notre souveraineté puissent se battre jusqu'au sacrifice suprême? Est-ce que l'attitude de nos dirigeants, de nos décideurs, envoie un message pour que ces derniers qui sont au front puissent se battre pour sauver l'intégrité territoriale? Donc, cette question que vous avez posée doit vivre ou résonner dans le cœur et dans le pensée de tous les Congolais. Faisons un effort aujourd'hui de comprendre que c'est notre territoire. Uvira, Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nirangongo et partout ailleurs, ces terres qui sont convoitées aujourd'hui par le pays voisin sont nos terres. Si on ne s'élève pas, si on ne fait pas un effort pour que notre attitude soit une motivation pour nos forces de défense, rassurez-vous que nos forces de défense ne se donneront pas à fond pour sauver l'intégrité de notre territoire. Mais nous sommes partis de Bunagana, en passant par Goma, Bukavu, les Rutshuru, aujourd'hui Uvira. Vous avez même appris que le gouvernement burundais nous a même donné des informations que la rébellion et son soutien sont en train de se diriger vers la ville de Kalemi. Et dans l'entretemps, qu'est-ce que nous faisons? Alors, dans notre commandement militaire, dans les commandements des opérations, quels sont les ordres qui sont donnés à nos soldats au front? À chaque fois, lorsqu'on est attaqué, on nous dit réplique stratégique. De réplique stratégique. Réplique stratégique. On dit qu'on replie pour ne pas engager la guerre afin de sauver les vies humaines. Alors que les rebelles ou notre agresseur utilisent bien sûr la population congolaise comme bouclier. Aujourd'hui, la population est utilisée comme bouclier et nous nous comportons en complaisant parce que nous laissons ces derniers quitter le village, quitter les collines, avancer, jusque dans des grandes villes peuplées pour utiliser notre propre population contre notre armée afin d'imposer les répliques stratégiques à notre armée. Alors, quelle est notre stratégie de défense afin
de contrer ces derniers, de ne pas s'approcher des grandes villes qu'ils sont en train de récupérer en utilisant bien sûr la population comme bouclier. Quelle est notre stratégie d'attaque? Est-ce que nous avons une stratégie de combat? Est-ce que nous pouvons nous aussi attaquer au lieu d'attendre qu'on nous attaque pour replier? Merci. Donc, c'est autour de ces questions dont je pense que nos dirigeants doivent se focaliser pour que le territoire congolais reste intact. Si c'est Traoré, vous avez écouté Michel Kessangara ici, c'est parce que on parle de la voie diplomatique, cette voie. Aujourd'hui, après la signature des accords entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis, accord de paix, aussi l'accord économique signé entre le 3. Est-ce qu'il faut faire la guerre? Si c'est Traoré. Merci de la question. La question est, est-ce qu'il faut faire la guerre? Parce que la voie diplomatique, après signature, 3 ou 4 jours, on voit le Rwanda avec ses 5 à 000, 7 000 soldats sur les sols congolais, de missiles, de drones, il faut que récupérer. Il faut que les partisans de faire la guerre sachent qu'il y a des préalables avant de déclarer une guerre. Par conséquent, si ces préalables ne sont pas réunis, il est généralement conseillé de négocier. Comprenez? Il est généralement conseillé de négocier si les préalables qui puissent vous permettre de déclarer la guerre ne sont pas réunis. Parce que ça ne servira à rien de déclarer une guerre que vous allez perdre par la suite. Votre économie va tanguer sérieusement, va en souffrir et recevoir des coups sérieux. Il faut donc répondre aux préalables qui peuvent asseoir, vous conforter dans votre thèse de déclarer une guerre. Comme je l'ai dit tantôt, on ne déclare pas une guerre pour la perdre. On déclare une guerre pour la gagner. Mais quels sont ces préalables qui peuvent, conforter dans votre position de pouvoir aller en guerre? Il faut s'assurer que vous avez une économie capable de prendre des coups et résorber le coût, le choc économique là, lié à la guerre. Il faut vous assurer que vous avez une économie assez capable de pouvoir, assumer ce choc. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'informations sur l'ennemi. Hein? Le moral de son armée. Attendez, je vais arriver. Le moral de son armée. Est-ce que son armée est-elle prête à se battre pour cette cause-là? Il faut vous assurer que votre armée à vous, est suffisamment structurée, la chaîne de commandement est unifiée, solide, disciplinée. Il faut vous assurer aussi que vous avez, le soutien du peuple. Parce qu'on ne déclare pas une guerre si le peuple n'y adhère pas. Qu'est-ce qui nous manque après toutes ces énumérations? Vous voyez tous ces préalables les préalables que je suis en train de mentionner là. Oui. Seuls ceux qui ont l'appareil étatique en leurs mains peuvent y accéder. Pas moi comme si c'est trop. Vous comprenez? Ça, ce sont des préalables avant la déclaration d'une guerre. Parce que votre question était, faut-il déclarer la guerre? Mais je vous ai montré quels sont les préalables pour déclarer la guerre. Et ces préalables-là, tels que décrits ici, je ne peux pas y avoir accès. Quelles sont les données à ma disposition pour savoir si l'armée rwandaise est-elle prête à soutenir une guerre contre la RDC, oui ou non? Je ne les ai pas. Ça, ce sont les services et les politiciens qui gèrent le pays qui peuvent avoir accès. Donc, je ne peux pas me prononcer sur la déclaration de la guerre, même si c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on récupère que de villes et nous, on récupère rien? Le problème est profond. Le mal est très profond. Même le président de la République l'a dit dans ses nombreuses vidéos. Il le dit que l'infiltration a été assise de faute en comble. Vous ne pouvez pas déclarer une guerre dans ces conditions-là. Je vous dis, c'est le président de la République. J'ai la vidéo où le président de la République vous dit l'infiltration avait été ici à tous les niveaux dans notre appareil étatique. Et nous sommes en train de travailler pour pouvoir déboulonner ça. Ça, c'est le chef de l'État qui dit. Mais vous vous imaginez, avec un tel niveau d'infiltration, vous pouvez lancer une guerre. Mais vous allez la perdre forcément. Forcément. Donc je crois, de mon point de vue,
de stratège, je crois que c'est une hypothèse à élaguer pour l'instant. Il faille donc utiliser d'autres canaux. Dans voie diplomatique. Évidemment. Mais qui, Cette voie aujourd'hui, n'arrive pas à montrer... cette voie diplomatique, capacité. qu'il faut capitaliser. Il faut l'utiliser de façon que même ceux qui n'avaient jamais coopéré, qui n'avaient jamais défendu la cause congolaise, deviennent aujourd'hui les défenseurs de la RDC. Ce sont ceux-là qui peuvent imposer l'arrêt de la guerre et le retrait des troupes rwandaises. Pourquoi? Parce que ce que la RDC demande, c'est quoi? C'est le retrait de troupes rwandaises. La RDC ne demande pas au M23 d'arrêter de combattre, non. D'abord, le retrait de troupes rwandaises. L'arrêt de tout soutien. Et vous comprendrez qu'une fois que cet arrêt est constaté, et le retrait aussi constaté, le M23 devient une coquille vide. Parce que tout ce qui fait le M23 aujourd'hui vient du Rwanda. Instructeurs, armement, équipement, renseignement, tout lui vient du Rwanda. Une fois que ce robinet qui donne de l'eau au moulin du M23 est fermé, le M23 devient une coquille vide. Ils ne tiendront pas même 6 mois. Ils ne tiendront pas. Avec nos FRDC ici, le M23 ne tiendront pas 6 mois ou même 3 mois. Si l'armée rwandaise et le soutien rwandais est coupé. Vous comprenez? Donc pour l'instant, pour répondre à votre question, j'estime que ce n'est pas le moment. Ceux qui crient ça et là pour déclarer la guerre, c'est des gens... que Michel Kassaran l'a dit, mais généralement, ça c'est l'émotion. Ça c'est l'émotion. Les gens qui n'ont pas à leur disposition les vraies données qui peuvent concourir à la déclaration d'une guerre. C'est eux qui crient ça et là qu'il faille déclarer la guerre. Vous croyez que le chef de l'État n'en serait pas déjà arrivé là-bas? C'est le chef de l'État lui-même qui avait dit qu'il allait convoquer les chambres pour déclarer la guerre. Vous croyez que... Mais est-ce que ça a été fait? Quand il l'avait dit, est-ce que ça a été fait? C'était par émotion, alors? Je dis ceci. Je dis qu'on ne déclare pas la guerre sous l'émotion parce que 2-3 Congolais l'ont dit à travers les plateaux de télévision. Il y a 3-4 lui-même aussi l'avait dit, donc par émotion. Ce n'est pas pour autant qu'on déclare la guerre. On déclare la guerre après s'être rendu compte que oui, une fois engagé dans cette guerre, vous allez la remporter. Et que les éléments, les données à votre disposition vous permettent de déjà projeter la victoire. Au cas contraire, les stratèges ne conseillent pas de déclarer une guerre dans un tel contexte. Alors, c'est aussi mon point de vue. Oui. Nous allons entrer dans le dernier virage. J'ai dit Kaniki, bienvenue. Merci beaucoup Félix Chamala. Merci. Je me suis rendu compte aujourd'hui que parfois, sur le plateau, nous défendons l'indéfendable. Parfois, nous n'avons pas trop d'éléments, mais puisqu'on doit répondre à certaines questions, nous y répondons. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand Félix Chamala parle des routes à Kinshasa, quand Félix dit qu'il n'y a pas de route à Kinshasa, en tout cas aujourd'hui, du côté du verre à moitié vide, je me retrouve. J'ai vu aujourd'hui que le miroir que je vois de mon côté, du côté où j'habite là, ce n'est pas les mêmes miroirs que voit Félix Chamala de son côté. Je vous assure que, non, ce que j'ai vu aujourd'hui, même moi aujourd'hui, je suis à mesure de dire à Bumba, c'est ça Bumba, je suis aujourd'hui à mesure de dire à Bumba que, franchement, Bumba, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ça, vous m'avez donné raison. Comment tu peux enclencher les travaux dans tous les sens, dans tout le secteur, dans toutes les directions, au même moment? Je me pose cette question, en tout cas, je me la pose aujourd'hui. Parce que j'ai vu. Mais quand on parlait, le gens nous voyaient comme si on a un problème. Il y a des travaux à l'est et à l'ouest, il y a des travaux au même moment. Alors je me demande comment est-ce qu'on peut organiser les choses comme ça, j'allais dire, sans planification. Parce que la planification voudrait que lorsqu'on commence au nord, avant de commencer au sud, on s'assure qu'au nord, on a terminé. Pour que lorsqu'on va fermer le route au sud, en fin de combattre les travaux, que les gens puissent emprunter la voie ou les voies du nord.
je me suis rendu compte aujourd'hui que parfois, on a tort de penser que le verre, souvent, il est à moitié plein. Et aujourd'hui, je vois que je suis du côté du verre à moitié vide. C'est-à-dire aujourd'hui, vous arrivez un peu à me donner raison. Ce n'est pas que on avait une haine contre Bumba, mais les choses ne se passent pas comme ça. Les gens de ces 3 communes, Lingwala, commune de Kinshasa, Barumbu, vous souffrent pour sûr qu'il est... Ah ben oui, parce que les travaux sont lancés concomitamment. Ah oui, mais il faut... Avec, on va dire, avec un bel objectif, c'est vrai. Oui. Mais la planification voudrait que, quand on commence les travaux de la chambre, on ne l'entame pas au même moment que ceux du salon. Ça doit être planifié de sorte que les uns viennent après les autres. Pas concomitamment parce qu'on ne sait plus où mettre le pied. Je n'ai pas pu mettre le pied aujourd'hui, voilà. Merci. Hein? On revient au sujet. Le 4 décembre, il y a eu signature de l'accord de paix aussi économique entre le Rwanda et la RDC et les États-Unis. Après, la ville d'Uvira est tombée. Au moment où, dans cet accord, on parlait de cesser le feu. Edi Kaniki. À quoi joue le Rwanda? Mais c'est clair, on l'a toujours dit sur ce plateau et partout ailleurs, le Rwanda joue à son intérêt. Et moi, je lui donne raison. Je donne raison au Rwanda de se la jouer à son intérêt. Mais je donne tort aux Congolais de prêter le flanc au Rwanda. Rwanda, il a raison. Et partout au monde, lorsqu'on a étudié la guerre, on s'est rendu compte que toute la guerre ne se mène que par ceux qui ont des objectifs à atteindre pour leurs intérêts à eux. Donc ici, je ne condamne pas le Rwanda parce que le Rwanda joue à ses intérêts. Il veut de nos minéraux, eh bien, il se la joue pour avoir nos minéraux. C'est-à-dire l'accord de paix, ce n'est qu'une vase cachée, là. Oui, vase caché, oui, je dirais oui pour le Rwanda, mais pas pour nous. Pour nous, c'est une réalité, nous voulons la paix, et c'est effectif, parce que Félix Tshisekedi, pour bien gérer la République démocratique du Congo dans les 2-3 ans qui lui restent, il a besoin de la paix. Donc, phase cachée pour le Rwanda, oui, parce que lui veut de la continuité de la guerre pour continuer à bénéficier de nos richesses de manière, on va dire, unilatérale. Il faudrait dire et rappeler que le Rwanda a été, on va dire, taxé, cité comme étant l'un des premiers importateurs du coltan, n'est-ce pas? En Afrique. En Afrique, alors que tout a été prouvé que le Rwanda n'a pas le coltan sous son sous-sol. Bon, maintenant vous allez signer les accords de paix pour demander au Rwanda d'arrêter d'exporter les coltans et donc de ne plus bénéficier de tout ce qui est, de toute la manne qu'il bénéficie en exportant les coltans. Eh bien, il signe la paix parce qu'il y a l'épée de Damoclès sur sa tête, mais entre-temps, il n'arrête pas de tirer le ficelle pour continuer à bénéficier, n'est-ce pas, de richesses qu'il tire, des exportations, de toutes les richesses qu'il exporte dans le pays. Les problèmes, ce n'est pas le Rwanda, cher Félix Chamala, les problèmes, c'est les Congolais. Regardez. Les Congolais. Regardez. Le Congolais en général, ou ceux qui nous dirigent, parce que c'est ça aussi... la question importante à se poser quand vous parlez des Congolais, c'est vous généralisez ou vous parlez de ceux qui nous dirigent? Je parle de Congolais comme Congolais, avec S à la fin. Ah ouais. Alors, regardez, le Rwanda, Kagame n'est pas sur notre sol. Je parle de Kagame comme président de la République, il n'est pas sur notre sol. Qui est sur notre sol? C'est Nanga, Bisimwa et Kabila. Et le Rwandais, et l'armée rwandaise. Mais écoutez-moi, ah oui. Suivez mon regard. C'est Nanga, Bisimwa et Kabila qui sont sur le sol congolais en tant que Congolais. Et ces trois-là se font tirer par des ficelles, n'est-ce pas, par Kagame. Si vous recherchez des photos de Kagame sur notre sol, vous ne trouvez pas. Vous trouverez Nanga, Bisimwa, Kabila qui font à longueur de journée des points de presse, etc. etc. Donc, c'est le Congolais, encore une fois,
qui est naïf, parce que l'histoire du Congo n'a pas enseigné le Congolais, pour lui montrer et lui démontrer que chaque fois que le Rwanda a tiré les ficelles, ceux qui étaient au devant de la scène comme Congolais ont été sacrifiés. Eh bien, ceux qui sont là aujourd'hui, demain, ils seront sacrifiés, parce que le Rwanda ne les laissera pas diriger avec, tout en ayant le main libre. Même s'ils arrivaient à Kinshasa, parce que vous parlez d'Ouvira. Ouvira, c'est la 3e ville prise par Nanga et consort. Mais j'aime rappeler que le Congo a plus de 25 villes. Donc si on était en train de jouer au jeu des dames, ça veut dire que Nanga et consort ont gagné 3 villes, mais nous avons plus de 26 villes. Quand je dis nous, ce n'est pas Edi Kaniki, c'est nous la partie de Kinshasa, nous le nationaliste. Nous avons plus de 26 villes. Donc, ne craignons rien. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Moi, je ne crains rien en tout cas. On nous attaque, vous dites, de ne plus craindre à quelque chose. Oui, parce qu'on est en train de perdre la guerre, mais pas la bataille. Regardez, même mais jusqu'à quand? Même Jusqu'à quand? Parce qu'il faut se rappeler, c'est en République démocratique du Congo qu'on tue. On ne tue pas au Rwanda, on tue en RDC. Non, il faut bien préciser. Il ne faut pas dire on, pronom impersonnel. En République démocratique du Congo, il faut parler comme il faut. Non, mais on connaît quand on parle de on voit ce qui tue l'AFC, qui le M23 et le Rwanda. Mais c'est qui? Le Rwanda et l'AFC et le M23 qui non, tuent. mais il faut être clair. C'est pas si c'est Traoré qui va me contredire ici que tu n'es pas clair, Félix Chamala. Non, je suis clair. Non, mais il ne faut pas dire on tue. Ah oui. Il faut dire que c'est depuis autant de jours que Nanga, Bissimwa, Kabila tuent. Faut pas dire Kagame, c'est pas Kagame qui tue. Mais il y a l'armée rwandaise. S'il vous plaît. Qui sans le Congolais, son chef est sans Kagame. sans le Congolais, ceux ou celles que vous appelez l'armée rwandaise n'auraient pas pu tuer. Moi, j'aime ici à condamner mes fils et mes enfants. Je n'aime pas condamner ici le voisin qui vient perturber ma parcelle en passant par mes enfants. Le traître, ce n'est pas le voisin. Les traîtres, c'est mes enfants qui ouvrent la porte au voisin qui vient me massacrer. Mais Félix Chamala, en posant la question, il obstrue cette partie-là du traître congolais qui met en avant la destruction de mon propre pays. Maintenant, qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit faire avec son régime? Mais c'est clair. La menace... Faut-il faire la guerre ou rester toujours dans cette voie diplomatique qui jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on attaque la RDC, il y a des voix qui s'élèvent de la communauté internationale. Nous condamnons, nous dénonçons, nous demandons. C'est toujours le même verbe qui se répète, la même phrase. Mais sur terrain, il n'y a rien. Félix Chamala, est-ce que vous êtes capable de vous et Dingwe? Non. Il répondit à la question. Répondit à la question. Il ne faut pas m'écrire par de... Je suis en train de répondre en prenant une image. Laquelle? Le fait sont patents. L'armée congolaise a échoué. Je n'invente rien. Mais il y a eu recrutement. Je vous en prie. Il y a eu recrutement. Chamala, lorsque Goma, vous m'avez posé une question. Sont attaqués, il y a eu de recrutement. Jusqu'à aujourd'hui, on attend ça. Vous m'avez posé une question, Chamala. Allons-y, on vous écoute. Le fait sont patents. L'armée congolaise a fui Ouvira, laissant la place à l'armée de Nanga, ce que vous appelez l'armée rwandaise. Je n'invente rien. Ça a été dit. Donc, si l'armée a fui Goma, l'armée a fui Bukavu, et hier l'armée a fui Ouvira, ça veut dire tacitement et implicitement que l'armée est faible. Je voulais ajouter quelque chose. Y a-t-il différence entre fuir et... comment on appelle ça? Réplique stratégique ou recul stratégique? Si l'armée a effectué, je réponds, entre fuir si et l'armée stratégique a effectué une réplique stratégique pour laisser la place à l'ennemi, ça veut dire que l'armée a compris que de ce point de vue-là, je suis faible,
je dois replier pour me réorganiser. En attendant, nous avons perdu Uvira. Donc, l'armée est faible. Je n'invente rien, même si ces Traoré ne me regarde pas droit dans les yeux, mais il sait que la logique que nous avons tous étudiée en classe veut que nous réfléchissons de cette manière-là. Repli stratégique, je suis d'accord, je dis bravo, mais on ne peut se replier stratégiquement qu'après avoir constaté une faiblesse en amont. Donc, nous sommes faibles. Maintenant, puisque nous sommes faibles, vous allez demander à Félix Tshisekedi, le commandant suprême des forces armées, qui a constaté que son armée a opéré des replis stratégiques par faiblesse, vous allez lui demander de déclarer la guerre pour perdre totalement? Ah non, je suis conseiller de Félix Tshisekedi à travers ce micro. Je lui dis, monsieur, n'ose pas faire cette erreur-là. Parce que si, sans avoir déclaré la guerre, nous connaissons des replis stratégiques, à combien plus forte raison si jamais nous aurons déclaré la guerre? Regardez, le Rwanda a des accords militaires avec la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, la Pologne et que sais-je encore. Donc, si nous déclarons la guerre, ça ne sera pas une guerre RDC-Rwanda, mais ça sera une guerre de la sous-région, parce qu'il y aura automatiquement implication de tout le pays, chacun prenant part ou partie pour l'un des pays, on va dire, protagonistes, et donc nous allons enflammer la sous-région, et ce n'est pas demain la veille. Ce que Félix Tshisekedi doit faire, c'est ce qu'il est déjà en train de faire, les négociations. Les négociations à Doha, les négociations à Washington, et les négociations aujourd'hui, je tourne mes fusils différemment de comme j'ai l'habitude de dire, et aujourd'hui les négociations à l'interne, ce que les uns appellent les dialogues de Kinshasa. Pourquoi? Pas parce qu'elle mettra fin à la guerre, mais parce qu'elle va consolider les énergies, n'est-ce pas, à l'interne, de sorte que les résolutions issues du dialogue condamneront la guerre, sûrement, et donc, Nanga, Kabila et Bissima, lorsqu'ils continueront avec leur guerre, ça ne sera plus une guerre contre Félix Tshisekedi, mais ça sera maintenant, cette fois-là, une guerre contre Kinshasa, pris d'une manière générale, Félix Chamala y compris, pris d'une manière générale, et donc ça sera une guerre contre la population congolaise et non plus contre le régime Tshisekedi. Merci. Donc, vivement, dialogue à Kinshasa. Dialogue à Kinshasa, c'est bien notre deuxième partie de cette émission. Le dialogue inclusif est-il la seule alternative? Parce que on parle ici, si c'est l'a dit, même Eddy, sur le plan des guerres, la République n'a rien encore à montrer, hein, malgré qu'il y a eu recrutement, ainsi de suite. On fait que de répliques stratégiques, ça signifie qu'on n'arrive pas à être capable. Sur le plan diplomatique, on a vu ce qui se passe à 2 jours, c'est bien. Le Rwanda, à travers ce qu'il utilise comme le M23, l'AFC, plus de 7000 à 5000 milices, hein, militaires, si je voulais dire, hein, militaires rwandais sous les sols congolais, missiles, drones, c'est ce qu'on attaque avec. Alors, est-ce que revenir, M. Gassangala, parler du dialogue, comme l'a annoncé Eddy Kaniki, dialogue, oui. Parce que, déjà, quand vous écoutez Eddy Kaniki, il exclut le Nanga, il exclut le Bissimois, il exclut le Kabila, il veut un dialogue à l'interne avec, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas touché aux armes. La question... C'est tout le problème là. La question est une bonne question. Mais j'aimerais d'abord rebondir avant, bien sûr, dans mes minutes, avant de prendre cette question. J'aimerais rebondir sur cette histoire de la guerre, en fait. Est-ce que l'armée congolaise est prête à faire la guerre? Si c'est à défendu... Est-ce que tous les signaux sont... Les signaux ne sont pas au vert pour lancer une guerre contre un pays voisin. Ou ce sont les autorités qui ont les éléments probants pouvant permettre à ce que c'est une décision pareille
soit prise. Oui, et puis il a parlé de remporter la guerre. Il faut d'abord se rassurer que quand vous lancez une guerre, vous êtes à mesure de la remporter. Vous savez, il y a des guerres que vous ne lancez pas. Il y a des guerres qui vous tombent dessus. Et lorsqu'une guerre vous tombe dessus, vous n'allez pas dire que nous ne sommes pas à mesure de remporter cette guerre. Allez-y d'abord combattre. C'est ce qu'on fait, non? Parce que ce sont les rapports. On se défend. Vous savez, dans ces négociations, lorsque nous allons même autour de médiateurs et autres, il y a aussi des rapports de force. Aujourd'hui, nous pouvons nous valer la face, mais on dit que même à toutes les tables de négociation où nous nous retrouvons avec notre agresseur qui est le Rwanda, et où nous nous retrouvons avec nos Congolais, les supplétifs du Rwanda, les Nanga, les Bissimois, les Kabila, comme vous les nommez autour de ces plateaux, vous sentez que ces derniers ont un rapport de force supérieure au régime en place ou à la nation congolaise, je vais dire ainsi. Pourquoi? Parce que nous leur avons donné l'impression qu'ils sont militairement très forts. Effectivement, ils sont militairement forts parce qu'on ne fait que replier. On n'arrive pas à contenir leurs assauts. Et du coup, lorsque nous nous retrouvons autour de la table, et donc un peu, ils nous dévancent parce que on s'est dit qu'on n'est pas à mesure de répondre à la force militaire qui est déployée en face. Eddy a même rappelé les soutiens qu'ils ont, les contrats avec le partenariat avec les autres pays de l'Union européenne et autres. Oui, c'est bien bon. Mais faisons même un semblant de résistance. Même un simple semblant de résistance. Je dis bien, on est parti de Bunagana. S'il vous plaît, laissez-moi finir mon... Qui refuse. Laissez-moi finir. On ne peut pas faire semblant de faire la guerre au moment où on n'est pas prêt. Laissez-moi finir mon raisonnement. Oui. Le président, j'ai dit bien, je rappelle encore ici, c'est la parole du président de la République. Je ne sais pas, parce que nous avons parlé de l'émotion autour de ces plateaux, je ne sais pas si c'était également par émotion. Les enjeux changent aussi les jours. Les enjeux changent du jour au jour. Mais le président l'a dit de sa bouche. Le Rwanda blague, je convoque les deux chambres du Parlement et je sollicite l'autorisation pour lancer la guerre. Tu restes dans le passé, monsieur. Tu restes, oui, bien sûr, dans le passé. Le fait est son patent. Je vais rentrer dans le passé parce que nous sommes partis de Bunagana en 2021-2022 jusqu'aujourd'hui 2025 où nous sommes à Uvira et ces derniers sont en train de se déployer vers les Tanganyika en allant vers la ville de Kalemi, Baraka et les autres par-ci par-là. Mais nous allons dire que pendant tout ce temps, nous n'avons conjugué aucun effort sur le plan de notre armée pour contrer ne serait-ce qu'un seul assaut, ne serait-ce qu'une prise d'une ville. Avant la prise de l'Uvira, nous avons même vu le gouverneur de la province, après avoir festoyé, entouré des Ouazalendo et des autres, le jour de la signature, de l'entérinement de l'accord par le président de la République, faire même des communiqués pour dire Uvira ne tombera jamais. Donc, lorsque vous déclarez que Uvira ne tombera jamais, ça veut dire que vous avez déjà pris des dispositions militaires pour que Uvira ne tombe pas, n'est-ce pas? Alors, comment Uvira est tombé? Parce que nous avons dit, que ce soit le gouvernement central, que ce soit le gouvernement provincial, tous nous ont rassurés que Uvira ne tombera jamais. Comme nous avons été rassurés lors de la chute de Goma, comme nous avons été rassurés lors de la chute de Bukavu. Ces villes ne tomberont jamais. Mais ces villes sont tombées. Donc, lorsque nous disons que ces villes ne tomberont jamais, donc nous avons déjà pris des dispositions. Est-ce que ce sont des dispositions diplomatiques? Est-ce que ce sont des dispositions politiques? Ou ce sont des dispositions militaires? Parce que pour défendre nos villes, nous devons avoir en face la force qui doit contraindre la force qui est en train de venir pour récupérer nos villes. Mais lorsque nous ne mettons pas en place ces forces-là pour défendre nos villes, mais que nous n'avons que des discours pour rassurer que ces villes ne vont pas tomber, un jour, 48 heures après, ces villes tombent, alors c'est nous qui sommes en train de nous perdre, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. C'était juste une parenthèse. Allons-y. Concernant la guerre. Dialogue. Félix Chamala, je vais dire ici que le dialogue... Avec qui? Est-ce que vous partagez? D'abord, oui. Le dialogue à lui seul ne va pas mettre fin à cette situation. À qui? Tu sais qui dit seul? Non, je dis les dialogues. Les dialogues internes tels que nous sommes en train de les demander. Juste le dialogue ne mettra pas fin à cette situation. Qu'est-ce qui va mettre fin? Le dialogue fait partie des leviers
que nous devons également mettre dans notre panier ou dans notre jus baissière pour mettre fin définitivement à cette situation qui traverse notre pays à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je vais ajouter des autres leviers. L'un qui est déjà très actif, c'est le levier diplomatique. C'est un levier qui est déjà... Nous sommes déjà trop avancés sur le plan diplomatique. Même si les résultats que nous attendons ne sont pas encore là, mais les avancées promettent. Nous avons quand même de l'espoir que le gouvernement, le président de la République, la façon dont il s'est vraiment déployé sur le plan diplomatique, cela va nous apporter une part des solutions dans ces conflits qui durent des 3 décennies. Ça, c'est un autre levier qu'il faut ajouter à ce dialogue interne. Mais il y a aussi, au-delà de ce dialogue, il y a aussi des solutions politiques. Félix, mettons-nous devant un fait. J'ai parlé ici de notre attitude en tant que Congolais. Eddy a semblé le dire, mais là, effleurer ce qu'il voulait dire. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Que si nous nous réunissons et que nous dialoguons, ça sera les Nanga qui se battront, pas contre le régime de Félix Tshisekedi, mais contre les Congolais, contre la nation congolaise. Donc, il a cité aussi qu'ils sont des Congolais. Donc, ils se sont auto-exclus. Oui, ce sont des Congolais qui se sont auto-exclus pour combattre leur nation. Mais ils veulent aussi les dialogues. Effectivement, et aussi veulent les dialogues. Alors, voilà pourquoi je suis en train de dire que notre attitude fait aujourd'hui que même les entreprises, même les initiatives présidentielles sont en train de souffrir d'un soutien national. Les initiatives présidentielles sont en train de souffrir d'un soutien national. Nous faisons face à une situation où nous devons d'abord mettre de côté nos appartenances ethniques, nos appartenances politiques. Parce que c'est de notre pays dont on est en train de parler. C'est de notre souveraineté, c'est de notre territoire national. C'est de 240, nos frontières qu'on a. 2 millions 400. 2 millions 400, ce qu'on est en train de parler. On ne peut pas, moi je ne soutiens pas que nous avons 26 provinces, ils ont que 3 villes, c'est... Non, même 1 centimètre de nos terres, c'est important. C'est très important. Et donc, si, sur le plan politique, le président arrivait à obtenir ce soutien national de tous les filles et fils de la République démocratique du Congo, rassurez-vous que sur le plan psychologique, sur le plan politique, nous serons en train de gagner cette guerre. Au-delà de la solution militaire, au-delà de la solution diplomatique, au-delà de ce dialogue qui est capital aujourd'hui et qui s'impose aujourd'hui, la question avec qui? Jusqu'à quand? La question c'est avec qui? Oui, mais avec... Parce qu'on parle des dialogues intercongolais. C'est avec les Congolais. Si les Nanga, les Bissimois, les armées, si les Kabila, les Nanga et les Bissimois pensent qu'ils sont Congolais, pensent qu'ils ont une frustration à faire valoir face au régime, pensent que c'est à cause d'une telle embrouille, d'une autre embrouille, que tout est parti et qu'ils se retrouvent aujourd'hui supplétifs d'un pays agresseur qui convoite nos terres, qui convoite notre richesse et qui convoite... Il faut dialoguer. Alors je crois qu'il faut les écouter également. Parce qu'on parle d'un dialogue entre Congolais, interne. Donc il faut les écouter. Monsieur Nanga, qu'est-ce que tu dis? J'ai suivi la dernière émission de Nanga où il doit personnellement, le chef de l'État, en disant qu'il est allé... Je suis allé le voir privé. Une question très privée, des Caréminiers. Je suis allé voir Félix, c'est mon frère, pour lui dire, je suis sanctionné par les Américains, est-ce que tu peux m'aider? Et Félix a dit, d'accord, je donne la question à mes conseillers, et jusqu'aujourd'hui, c'est dans les tiroirs. Vous voyez par exemple des questions comme ça. Ce sont des questions qu'il faut amener sur la table. Cela ne pourrait pas permettre d'aller tuer. Je ne dis pas que c'est cela. Je dis que ça fait partie des frustrations. Et vous pensez que les Kaboum, les Jamaïcains Kaboum ici, si on se mettait avec eux autour d'une table, ils n'ont pas de frustration? Il y en a. Il y en a. Ça ne manque même pas. Vous pensez que le Fayoulou, les autres, même dans le camp du chef de l'État, ça y est. Ok. Si c'est les Dani Banza qui sont des ambassadeurs itinérants du chef de l'État, il nous reste quelques minutes, je pense, si c'est Traoré. On termine avec Eddy Kaniki. Si c'est Traoré, on a toujours dit, lorsque votre maison est en train de prendre du feu, on ne se contente pas seulement de l'eau
propre qui est dans votre maison. Vous avez même besoin de l'eau saine. Même du sable. Même du sable qui est sur votre rue. Hein? Si que le Nanga, le Bissimois, le Kabila et les autres tuent en République démocratique du Congo, mais pour la cohésion nationale, l'unité nationale, est-ce que devrions-nous aujourd'hui rapprocher nos frères qui ont des armes, ceux qui n'ont pas des armes, c'est de la société civile, c'est parler et faire avancer la RDC. C'est une question bateau. Mais comment ça, répondez, on vous suit. Déjà, personnellement, je ne suis pas convaincu que le dialogue soit la solution pour mettre un terme à la guerre. Vous êtes toujours dans votre position là, de je refus ne du suis dialogue. pas convaincu. Mais je refuse parce que jusqu'à là, personne n'arrive à me prouver que le dialogue peut être une solution, peut mettre un terme On à en la a guerre. parlé, c'est une partie de la paix par Michel En fait, Kassangana. le problème reste là. C'est-à-dire, même les partisans du dialogue n'arrivent pas à nous convaincre schématiquement, tactiquement, techniquement, comment est-ce qu'un dialogue qu'on va organiser ici à interne va mettre un terme à ce qui se passe à l'est du pays. Personne, avec des faits, de façon séquencée, comment ça doit se passer, quel effet ça aura, ça va répercuter de Mais quelle ça va façon. se discuter. Personne n'arrive à nous Ça va se convaincre. discuter dans le dialogue. Non, On c'est en peut va pas- qu'on y on embarque. peut pas- Non, on non, peut non, non, pas non, non, y non, non, non. exposer avant Non, non. qu'on n'a pas encore Oui, le ça ne dialogue. fonctionne pas comme ça. Oui. Sinon, on embarque pour un vide, pour un résultat qui n'existe pas. Si on sait que le dialogue va résoudre la question de la guerre, mais expliquez-nous comment, par quel mécanisme. Ceux qui font la guerre comme ça, et ceux qui font la guerre là-bas, ce n'est pas eux qui viendront au dialogue, parce qu'on parle d'un dialogue interne, évidemment. Ils ne viendront pas au dialogue, je suppose. Si vous voulez que le M23 vienne, mais le M23 a déjà signé à Doha, non? Donc s'il y a un dialogue ici, ils ne sont plus concernés. Ok? Le Rwanda non plus. Le Rwanda aussi a déjà signé à Washington. Donc s'il y a un dialogue ici... Le M23, S'il vous plaît, cher Félix. c'est une question que je vous pose. Je voulais avoir juste l'éclaircissement. L'AFC et le M23 n'opèrent pas au Rwanda, ils opèrent en République démocratique du Congo. Edi Kani qui a dit, ce sont des Congolais, malgré qu'utilisés par le Rwanda. Mais quand on parle du dialogue interne, ça signifie que ça englobe la République démocratique du Congo en général. Ils ne sont pas exclus. Mais voilà pourquoi je dis, mais ils ont déjà été dans un dialogue à Doha, ces gens-là. Maintenant, vous allez les embarquer dans ça pour quoi faire? Pour quelle solution Mais c'est maintenant qu'on n'a pas pu trouver C'est là-bas? un dialogue maintenant interne entre Mais Congolais. c'est là que je ne comprends pas, il n'y a pas de logique dans ça. C'est-à-dire, on veut un dialogue alors qu'ils viennent d'un dialogue où ils ont apposé une signature sur un document pour s'engager d'arrêter les hostilités, ainsi de suite. Donc, si on doit avoir un autre dialogue parallèle à celui-là, ça ne doit pas les concerner eux, parce que eux, leur problème est résolu. Non? La logique, c'est celle-là, non? Parce qu'expliquez-moi, pourquoi ils continuent de se battre alors qu'ils ont signé comme quoi ils devaient arrêter les hostilités? Et aussi, si c'est un dialogue interne qui doit avoir lieu ici, sans eux, expliquez-moi par quelle magie, des gens qui discutent ici, sans vous, qu'est-ce que les conclusions de ces dialogues vont avoir comme impact sur vous pour que vous puissiez arrêter le combat? Parce que ça ne vous concerne pas. Vous avez été dans votre dialogue déjà à Doha et c'est fini. Ceux qui discutent en interne ici, quel effet ça peut avoir pour vous, pour que vous arrêtiez de vous battre? Donc, en d'autres termes, on va dire que c'est eux qui ont envoyé ceux qui sont ici en interne pour discuter en leur nom, de façon indirecte. C'est ce que ça veut dire. Parce que, expliquez-moi, si aujourd'hui on réunit Kabound, Fayoulou, et tous les opposants, on discute, et qu'à la fin, la guerre prend fin, on comprendra que ceux qui ont été au dialogue étaient des relais de ceux qui sont là-bas. C'est clair. C'est clair, je ne vois pas la ramification, le contact, il est où entre C'est-à-dire eux, pour vous, et ceux qui sont ici. pour vous, il n'est pas important, ce dialogue. Parce que jusque-là, personne n'arrive à nous convaincre que ce dialogue va mettre un terme à la guerre et de quelle façon. Edi Kani est en train de secouer Oui, la tête, Edi Kani qui l'a dit sans nous expliquer comment. Ma question réside dans le comment. Ah oui. Expliquez-nous, le schéma c'est lequel? Si vous déclarez ici comme ceci, comme cela, quel effet ça va avoir sur tel. Expliquez-nous clairement, on ne peut pas gober ça comme ça.
Oui, mais avant que nous on l'explique, mon ami C'est- Cissé Traoré doit nous dire qu'est-ce qu'on doit faire finalement. Parce que C'est ça même la question. C'est ça même la question je ne peux pas. que je voulais vous poser. Je ne peux pas être. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Attendez, Parce que pour il la ne faut guerre, pas s'empêcher de vous en réfléchir quand même. le dialogue, Vous refusez. La guerre, vous refusez. Il ne le faut pas. dialogue, Bon, Il ne faut pas s'empêcher de réfléchir quand même. Mais allons-y. Parce que le dialogue, c'est clair que ce dialogue interne qu'il réclame là, parce qu'il précise un dialogue interne. Ce dialogue-là ne va donc pas concerner ceux qui font la guerre. C'est clair. Donc, si Kabila vient, parce que Kabila dit ne pas être avec le M23, donc on va considérer qu'il ne fait pas la guerre. Comprenez? Donc, il va venir à ce dialogue. S'il vient à ce dialogue, et que ce dialogue arrive à pondre des conclusions, des résolutions, et que ces résolutions arrivent à avoir effet sur ceux qui font la guerre, c'est clair que ceux qui ont pris part au dialogue, ils l'ont fait au nom de ceux qui se battent. Ce serait maintenant établi qu'il y avait ramification, qu'on y est bien avant. Voilà la raison du dialogue. Donc maintenant, non mais attends, si c'est la raison du dialogue, vous êtes en train de nous dire que tous ceux qui sont ici, qui réclament le dialogue interne, sont donc avec ceux qui se battent. C'est ça là. Parce que s'ils ne sont pas avec eux, on va conclure que leur conclusion d'ici n'aura aucun impact sur ceux qui se battent là. Dans une minute. Ah, si vous me convainquez, dans une minute, si vous me convainquez que ceux qui réclament le le dialogue interne Oui. le font au nom de ceux qui font la guerre, parce que ce n'est que de cette façon qu'ils pourront arrêter la guerre. Si Il n'y a aucune autre explication. Si c'est Traoré. Il n'y en a aucune. Une question de rate, vous me répondez dans une minute, je prends Eddie Kani qui en termine. Vous vous opposez de faire la guerre. Vous dites les signaux ne sont pas parfaits. On parle du dialogue, vous voulez encore beaucoup de prétextes. Le plan diplomatique, vous voyez ce qui se passe. Ah, c'est Alors, là la le problème. question. C'est là tout le problème. Qu'est-ce On ne se que comprend vous pas. voulez? Je suis d'avis qu'on dialogue, mais j'ai l'impression qu'on a déjà dialogué avec ceux qui posaient problème. Ceux qui posaient problème, c'est la FCM 23. Maintenant, le dialogue. A-t-on dialogué avec eux, oui ou non? Oui. On a signé, oui ou non? Ah ben, Alors, mais maintenant, on va le dialoguer avec ceux dialogue qui ne posent pas interne. problème. Ils ne posent aucun problème, ils ne font pas la guerre. On va dialoguer avec eux, pourquoi? Pour faire quoi? Pour Mais quel on aboutissement? parle de la crise. Mais c'est là où on ne se comprend pas. Consolider la Je cohésion, dis, j'ai précisé ici consolider qu'on la a déjà cohésion dialogué nationale. avec ceux qui créent les problèmes. On a même signé, c'est bon. Mais vous voulez qu'on dialogue avec ceux qui ne posent aucun problème. Pour quelle solution? Alors, directement. Eddie Kaniki, Je réponds directement. est-ce que on peut pas dépasser un peu ces sursauts patriotiques, éviter un peu de, je peux dire quoi, de mobilisation nationale, de courage politique, crier de gauche à droite, fixons-nous à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Le chef de l'État a dit, est-ce que je peux me rappeler la prière, la fin de son discours? Il a dit Les ténèbres ne Les ténèbres ne régneront pas ne régneront pas toujours. toujours. ne régneront pas toujours en République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera facile de dialoguer? Parce que vous êtes partant pour le dialogue. Dialoguer avec qui? Pourquoi? Qui comme médiateur? Parce qu'on parle déjà, il faut élargir cette communauté de l'SCC de la Cinco avec l'église musulmane, avec l'église de Réveil, qu'on ait un médiateur congolais. Le dialogue, pourquoi? Je me suis toujours opposé au dialogue avec le même discours que Cissé Traoré. Il n'a pas tort, hein? Le même discours que Cissé Traoré pour dire qu'est-ce que le dialogue avec Martin Fayulu va apporter dans la mesure où Martin Fayulu n'a pas pris des armes. C'est aussi ça qu'a été mon discours. Mais je voudrais ici interpeller mon ami Cissé Traoré d'évoluer avec moi. Lorsque nous refusions du dialogue, nous faisions confiance à l'armée. Mais le fait en présence démontre que nous devons changer notre fusil d'épaule. Ok?
Aujourd'hui, sur Ouvira, qui ne dit pas que demain, ça sera Kalouba. Et j'en passe. Conséquence, il faudrait, on va dire, le terme m'échappe, mais il faudrait faire en sorte que le camp de la patrie soit ou devienne plus forte. Le camp de la patrie contre qui? Contre ceux qui prêtent le flanc à l'agresseur. Aujourd'hui, Fayoulou n'est pas avec Fachi. Kabound n'est pas avec Fachi. Katumbi n'est pas avec Fachi. Et j'en passe. Donc, régime Fachi fragilisé et de l'intérieur et de l'extérieur. En ce qui concerne l'extérieur, nous sommes d'accord. J'ai déjà dit dans ma première prise de parole que les autres ont prêté le flanc au Rwanda. Mais puisque Fachi démontre à suffisance qu'il est faible, je pèse mes mots, il m'aurait prouvé le contraire si on n'avait pas pris Ouvira. Et puisque Ouvira est tombé, je suis d'avis que Fachi, c'est-à-dire son régime, est faible de ce point de vue-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est faible? On consolide, c'est le terme que j'ai cherché, qui m'avait échappé, on consolide la force de l'intérieur. On appelle Kabound, on appelle Fayoulou, on appelle, allez, passez-moi l'expression, Katumbi, et puis on fait un front commun, de sorte que la communication des Katumbi, des Kabound, et j'en passe, serait désormais une communication anti-agression. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je parle, leur communication n'est pas anti-agression. Voyez-vous? Donc, consolidons les camps de la patrie pour renforcer. Je n'ai pas dit que ça va mettre fin à la guerre. Suivez mon regard. Je dis renforcer le front. Contre qui? Contre les ennemis, les agresseurs. De sorte que, lorsqu'ils continueront à avancer, ils n'avanceront plus contre le régime Félix Tshisekedi élu en 2023, c'est ça? En 2023, mais ils avanceront désormais contre le, comment il appelait ça encore, les conclusions, il y a un terme qui est approprié, contre les conclusions du dialogue. Voyez-vous? Les conclusions du dialogue diront par exemple, mettons une commission pour aller parler avec le fils perdu. Voilà. Voyez-vous? Et donc, cette commission issue du dialogue aura tout son sens et une certaine crédibilité d'aller parler à ceux qui sont agresseurs des armes. C'est dit, dans son discours, oui. Edi lui-même reconnaît que dialoguer avec tous ces autres-là ne garantit pas la fin de la guerre. Oui, tout à fait. Effectivement. Ouais. Personne n'a dit. Mais attends, Tout à fait, à quoi ça vous sert d'essayer une solution qui ne vous garantit pas? Non, Ce mais n'est pas à quoi ça vous sert? Oui, il a proposé, à quoi ça vous sert? Il a plutôt proposé une commission qui ça pourra sert à parler ceci. Ça sert à ceci. Oui. Ça sert à ceci. Avec ton armée, vous avez gagné la guerre? Non. Avec la diplomatie, je vous rappelle qu'avec Washington, on a tous pensé que c'était fini. 5 jours après, vous verrez tomber. Donc avec la diplomatie seule, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Voici ce que moi je propose. La guerre qui continue, La diplomatie qui continue. et les Mais il y a dialogues. une chose qu'on n'a pas encore essayé. Le dialogue interne. Et le dialogue. Et notre levier. Alors, ajoutons le dialogue. Donc vous croyez qu'on n'a jamais essayé le dialogue? Non, mais j'ai pas. Non, enfin, on parle de dialogue par rapport à la situation actuelle qui se prévoit à l'Est. Voilà. Quelle est la différence de ce dialogue par rapport à ce qui prévoit et les autres dialogues qu'on a? Voilà la différence. Où est la différence? Voilà la différence. Les autres dialogues avaient pour, on va dire, cible le rebelle d'antan, qui n'avait pas les mêmes revendications que ceux d'aujourd'hui. Les rebelles d'antan ne parlaient pas notamment des mines volées ou des mines récupérées. Mais Les rebelles attends, d'antan ne parlaient pas notamment dit. d'un pouvoir dictatorial à Kinshasa. mais Donc, les attends, dialogues non, aujourd'hui, tu vois que Félix ta solution n'en est pas une. Ta solution n'en est pas une. On me montre déjà Tu que vois, ça va à la moi je fin. dois terminer. Moi je dois Terminé. terminer. Regardez. Ça va à la fin de Moi je l'émission. propose ceci Non. à Oui. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vous avez une recette qui est la guerre. Je vous encourage de continuer parce qu'on ne doit pas baisser les bras. Vous avez une deuxième recette qui est Kaikwamba. Je vous encourage parce qu'on ne doit pas baisser les bras. Mais je vous encourage aussi
à ajouter à cela une autre recette qui est le dialogue. Pourquoi? Pas sûr. C'est une recette pas sûre. La diplomatie n'a pas été parce que toi-même dans ton argumentaire, tu es convaincu que c'est pas sûr, c'est pas certain. On clôture. Je dis ceci. Trois forces ont toujours été meilleures que deux forces. Nous avons deux forces, la guerre et la diplomatie. Ajoutons la troisième, regardez. Imaginez que vous avez de votre côté Martin Fayoulou et vous avez de votre côté l'ancien IDPC, Kabound et j'en passe. Imaginez que lorsque vous appelez à la marche du 15 décembre prochain, Kabound aussi appelle à la marche. Fayoulou aussi appelle à la marche. Katoum aussi appelle à la marche. Ça sera une force. Est-ce que vous voyez cette puissance face à l'opinion internationale? Ça sera la responsabilisation de la cette puissance, je termine par là. Cette puissance va interpeller l'opinion internationale. Et si l'opinion internationale, je ne parle pas de politique internationale, qui c'est hypocrite. Je parle de l'opinion internationale. Et si cette opinion internationale s'est levée pour le Congo, vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est Félix Tshisekedi qui sera au premier rang de ces végétariats, comme pour dire, sauvons la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, j'ai évolué à travers 26 Presse pour dire vivement et pourtant la recette qu'Eddie est en train de nous proposer, on l'a déjà essayé dans ce pays. On ne peut rien essayer encore. On l'a essayé, ça n'a pas apporté une paix durable, mais ça nous a apporté de la calmie. Kabila était avec Tshisekedi. La vacance que mon ami Traoré a apporté, il a déjà apporté. Oui. Ok. Mais ceci ne lui a pas interdit de les mettre encore. C'est pas pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On termine par là. Vous étiez. Moi, je propose qu'on continue encore pendant 1 heure du temps. Vous allez couper en deux. Première partie pour cette semaine, la deuxième partie, on va mettre ça. Là, vous êtes venu en retard. Il faut comprendre. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Ce que je voulais tout simplement dire, dialoguer, oui, il faut le faire, parce que le pays est attaqué, le pays a des soucis, le pays a des problèmes. Troisième ville à récupérer, il faut se parler entre nous Congolais, serrons-nous le coude et chassons le Rwandais de nos terres. Il ne s'agit pas seulement de nous, les individus, ou de notre héritage, notre souveraineté. Ce qui bloque le Congolais, ce sont des querelles, des intérêts personnels qui profitent que certaines personnes touchent les armes. Ceux qui entourent le chef de l'État ne veulent pas que les autres. Et je voulais terminer, la RDC a tout, sauf rien, pour se développer. Ça, il faut reconnaître. On a tout, sauf rien, pour se développer. Ce qui manque, c'est la conscience nationale. Ce qui se passe ailleurs se passe en RDC. Mais ce qui se passe en RDC ne se passe nulle part ailleurs au monde. Soyons unis, hein? L'union fait la force, l'union fait la paix, l'union engendre le progrès. On termine par ici. Et je voulais tout simplement encourager, faire mes remerciements à ceux qui encouragent, ce qui est en train de se faire, l'avancée que le chef de l'État est en train de mettre sur place. On l'a suivi, le professeur Modeste Bahati, qui s'engage toujours derrière tout le plan proposé par le chef de l'État afin d'établir la paix totale en République démocratique du Congo. Le président de la FDC allié, le professeur, s'engage toujours dans ces lignées. Pourquoi? C'est parce qu'il faut trouver, et surtout qu'il est ressortissant de cette partie où aujourd'hui le grand Kivu, précisément dans le site Kivu, où Vira aujourd'hui a récupéré, il faut qu'on cherche la paix. Il l'a dit, il l'a expliqué, il faut soutenir les avancées diplomatiques, il faut soutenir ce que le chef de l'État est en train de mettre en place avec toute la classe politique afin de retrouver la paix. Si aujourd'hui que le dialogue est important, parce que le chef de l'État avait dit qu'il y avait dialogue, il y aura dialogue, je n'en refuse pas, mais dialogue avec qui? Est-ce qu'avec ceux qui ont pris des armes? Est-ce qu'avec ceux qui ne l'ont pas pris? On encourage le professeur Modeste Bahati qui se met derrière le chef de l'État, encourageant que
la paix puisse se retrouver en RDC. Et ce qui nous reste, nous, les Congolais, ceux qui sont à Kinshasa, dans le Grand Katanga, Grand Kasaï, Grand Équateur, Grand Bandundu, et aussi au Congo central, c'est prendre la conscience nationale. Évitons des distractions, je vois, c'est aussi aux autorités, parce que nous voyons dans d'autres pays, lorsqu'il y a la guerre, c'est la population qui se mobilise pendant même une semaine pour envoyer le message fort. Mais chez nous, on reste dans la distraction, de boîtes, de bars sont remplis chaque soir au moment où nous sommes attaqués. Revenons, prenons la conscience et surtout cette conscience nationale et demain ou le lendemain, ça va s'arrêter. Merci, au revoir.